Alors, Irène Théry, nous allons parler du genre. Alors, comme il y a une multiplicité de théories du genre, différentialistes, marxistes, universalistes, etc., on va essayer quand même de voir avec vous où vous vous situez précisément au milieu de toute cette diversité. Alors, une phrase de vous très simple et très courte. Le genre n'est pas un attribut identitaire des personnes, mais une modalité des relations sociales. Voilà une définition claire, mais qui néanmoins peut-être nécessite une explicitation, mais en tout cas, je crois que ça résume votre position. Ça résume tout à fait ma position. C'est une modalité des relations et des actions. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai une conception adverbiale du genre. On peut agir masculinement, fémininement, en référence à des règles, des usages concernant les distinctions masculin-féminin dont on va parler. Donc, ce que je dirais, pour commencer à expliciter cette différence entre attributs identitaires, une conception identitaire, une conception relationnelle et pragmatique du genre, je partirais tout simplement de ma réaction de française. C'est-à-dire que c'est assez important. Quand le mot genre arrive chez nous, il arrive des États-Unis, dans les années 90 principalement. À l'époque, on avait très bien travaillé sur les rôles masculins et féminins, les statuts, les droits. Enfin, on l'avait fait. On parlait des rapports sociaux de sexe, etc. On n'avait pas eu besoin du mot genre. Et pourtant, il s'est imposé. Alors d'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on le dit pas souvent, mais l'anglais n'a pas quelque chose que nous avons. Par exemple, en français, nous disposons d'une distinction entre sexué et sexuel que n'ont pas les Anglais, donc ou les anglo-saxons, les anglophones. Pour eux, ils diront un conflit sexuel, sexual antagonism, par exemple, quand nous dirions un antagonisme sexué. Et donc, cette question, elle est redoublée. Donc, ils n'ont pas la distinction sexué-sexuel, et donc ils ramènent vers le sexuel des questions qui ne le concernent pas forcément. Et de plus, ils utilisent d'une certaine façon les notions de mâle et femelle. Par exemple, dans les statistiques démographiques, on utilise male, female. Autrefois, quand vous preniez l'avion, on vous demandait si vous étiez male ou female pour remplir votre carte de débarquement. Jamais un Français n'utiliserait les mots mâle et femelle pour désigner les hommes et les femmes, parce que pour nous, ça désigne l'espèce au sens du règne animal, si on va dire. Vous voyez, donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ces particularités de langue pour comprendre pourquoi les Anglais ont eu besoin de la notion de genre, pour s'émanciper, on va dire, d'une vision qui, quelquefois, était très biologique ou très sexuelle des choses. Donc ça, c'est une première question. Alors, le mot genre tel qu'il a été constitué, il suffit d'une façon identitaire, puisque celle avec laquelle je suis en désaccord, commençons par la décrire. Oui. Bon, elle nous vient très clairement de la psychologie et de la psychiatrie des années 60, autour de la notion des gender clinics, et c'est donc autour du phénomène qu'on appelait alors le transsexualisme que s'élabore la notion de genre chez des auteurs comme John Monnet ou Robert Stoller, etc. Et donc là, ils en ont donné des définitions assez claires. On était dans une logique psy et pas du tout sociale, mais c'est celle-là qui va être reprise après au plan social. Ce qu'ils disent, ce qu'on aperçoit en les lisant, c'est très simple au fond, c'est que si on veut comprendre pourquoi ils utilisent le mot genre, il faut percevoir qu'il y a un présupposé très simple, qu'une certaine conception de la personne. A self and a body. Une personne est une entité duelle composée de a self, un moi, and a body, et un corps. Et c'est cette vision dualiste de la personne qui est derrière la conception du genre comme identité. On dira le corps a une identité de sexe, le moi a une identité de genre. Voilà.
Stoller dit le genre, c'est la quantité de masculinité ou de féminité qu'il y a dans une personne. C'est un attribut. C'est un attribut. Voilà. De même que quand on regarde un corps, on va regarder un certain nombre de choses comme des attributs de ce corps pour dire c'est un corps mâle ou femelle. C'est pas forcément l'appareil génital, parce que par exemple, quand on téléphone à quelqu'un, il va vous identifier à votre voix si vous êtes plutôt mâle ou femelle de l'espèce. Quelquefois, d'ailleurs, c'est pas facile à trouver, etc. Bon. Et donc, c'est très important de comprendre ça. La base de l'identité de genre, c'est de l'attribuer à un moi qui est comme une sorte d'homoncule à l'intérieur du corps d'une personne. Et donc, c'est pour ça qu'on va lui donner des attributs de genre. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire deux choses. Il y a d'une part, je simplifie beaucoup, mais ça revient toujours à ça au fond, ce moi intérieur qui est supposé exister et auquel seul vous-même avez accès. C'est très important. L'extérieur a accès à votre corps, à vos paroles, mais il n'a pas accès à votre moi intérieur. Seul vous-même y avez accès. Dans ce moi, et on va très vite dire, mais il y a deux choses. Il y a au fond une sorte d'identité de genre originelle, pure, originelle, et puis il y a une identité de genre qui va vous être imposée par la socialisation, parce que la socialisation consisterait à ce que vous absorbiez des stéréotypes sociaux et qui vont vous rendre, donc vous étiez unique, ça va vous rendre conforme aux autres, hein, et donc vous allez absorber des stéréotypes sociaux, par exemple des stéréotypes masculins ou féminins, et ça va vous constituer une identité de genre qui va être donc qui va recouvrir en partie votre identité native, hein, qui va s'imposer à vous, et à travers ces stéréotypes. Et donc, à partir de là, vous voyez bien qu'on a tout est mis en place pour une interprétation en termes d'identité de genre de beaucoup de problèmes. Par exemple, une identité de genre qui aurait été différente de celle que la société leur reconnaît, etc. Donc, avant d'aller plus loin, simplement, moi je dirais, le présupposé de base, c'est quand même une conception de la personne. On a depuis 2 siècles des débats sur ce que c'est qu'un être humain, etc. Une discussion sur le dualisme âme-corps. Et donc, si on considère, comme c'est mon cas, que ce dualisme ne tient pas la route, qu'il n'y a pas un homoncule à l'intérieur de moi, et que ce qu'on appelle mon moi, c'est tout simplement un certain nombre de mes capacités acquises et innées, hein, à me souvenir, à parler, à juger. J'ai une histoire qui me modèle en partie, etc., que c'est ça qu'on va appeler mon moi, eh bien, je ne vais pas distinguer un moi qui a un genre et un corps qui en a un autre, etc. Donc, je penserai autrement. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, si on n'est pas dualiste, on ne va pas considérer qu'il y a une sorte d'ineffable de l'identité de genre, parce que je serai la seule personne à y avoir accès. Donc là aussi, tout ça, c'est des grands débats de la philosophie qu'on ne peut pas ignorer. Mais pour le moment, tout se passe comme si les gender studies ignoraient tout à fait les discussions qu'il peut y avoir ailleurs sur la personne. Donc il n'y a pas le moi d'un côté et le corps de l'autre, donc ce qui veut dire que pour vous, il y a quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? Si on dit ça n'est pas une identité au sens d'une propriété du moi, comme on dit qu'il y a une propriété du corps qui va être marquée par un certain nombre de traits qui vont désigner un mâle ou une femelle, choses qui peuvent poser question aussi, parce qu'il y en a qui sont intersexués. Mais on pourra en parler aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des êtres humains qui naissent, donc nous sommes une espèce animale, sexuée, se reproduisant sexuellement, et donc nous naissons mâle ou femelle, sachant que c'est un ensemble de critères, et donc certains d'entre nous sont intersexués, plus ou moins. Voilà. Donc c'est un processus de différenciation du fœtal qui produit cette situation. Ça ne donne rien d'autre que cette situation qui n'est pas propre à l'espèce humaine. Ce qui est propre à l'espèce humaine, c'est que nous sommes des êtres qui devons apprendre à agir à la manière humaine. Voilà.
C'est-à-dire ça ne nous est pas inné. Nous devons pour ça être initiés à la manière d'agir humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une manière d'agir humaine, c'est-à-dire en référence à des règles, des significations, des valeurs, et pas simplement à des régularités, etc., comme dans d'autres espèces animales. Donc nous y sommes initiés à travers le langage. On nous initie donc à agir en référence à des règles, et pas simplement des régularités, des significations, des valeurs. Donc, à travers le langage, qu'est-ce qu'un enfant va apprendre? Il va apprendre justement que dans telle société, on distingue des garçons et des filles, des hommes et des femmes, et que lui, on l'a inscrit dans telle catégorie. Et puis il va voir que dans telle société, on partage les rôles et on incite, et tout est fait pour que les hommes se comportent de telle façon, les filles de telle façon, etc. Et donc, ce que j'appellerais le genre, c'est une manière d'agir masculine ou féminine, ou intermédiaire, peu importe, dans tel domaine, référé donc aux normes, aux significations, aux valeurs en cours dans une société, ou d'ailleurs en écart. L'individu n'est pas quelqu'un qui suit aveuglément les normes de sa société, il peut aussi les transgresser, les contester, etc. Mais en tout cas, c'est une manière d'agir masculine-féminine en référence à un partage des rôles, des valeurs, des rôles et des statuts. Comme le chevalier d'Éon. Alors, le chevalier d'Éon, lui... qui habitait Tonnerre. Le chevalier d'Éon, justement, fait partie de ceux qui... ce qu'on appellerait aujourd'hui trans. Alors, c'est pareil, dans ma perspective, qu'est-ce qu'on va simplement appeler une personne trans? Pour le nommer, et précisément, pour le dire précisément, il faut voir que les personnes trans nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes, qu'on appelle maintenant les cisgenres, sur nous tous. C'est-à-dire que nous n'avons pas simplement une identité de garçon ou de fille, d'homme ou de femme, nous avons aussi un statut masculin ou féminin. Et c'est très important, cette notion de statut, parce que ça n'est pas la même chose, un statut et une identité. Un statut, c'est une manière d'être dans la société qui exige un certain nombre de choses de vous et qui font que les autres s'attendent, se comportent d'une certaine façon avec vous, etc. Donc c'est un statut social d'homme ou de femme. Donc c'est pas facile à comprendre. Moi, je l'ai compris simplement en faisant de l'anthropologie. C'est-à-dire que les anthropologues, par exemple, quand ils nous apprennent qu'il y a des sociétés où on ne peut pas traduire les mots hommes et femmes, et pourtant où on distingue très bien les rôles masculins et féminins, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'il y a énormément de termes masculins et féminins qui se déclinent, par exemple, les pères et mères, les oncles et tantes, les frères et sœurs, par exemple tout le système de parenté, mais aussi les places religieuses, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, c'est à travers ces statuts sociaux qu'on va distinguer ce que nous appellerons des hommes et des femmes, c'est-à-dire, du point de vue des statuts, c'est un peu l'ensemble de tous ces de tous ces statuts qui vont dire ce qu'on appelle dans une société un homme ou une femme. Alors, c'est très important parce que de même qu'on a une façon de séparer mâle et femelle qui a longtemps dénié la condition intersexuée, c'est-à-dire qu'on renvoyait vers la monstruosité ce qu'on appelait alors les hermaphrodites. Donc, il y a un sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Est-ce qu'on ne pourrait pas les traiter mieux que les monstruosiser, si on peut dire? Et écouter ce qu'elles nous disent de ce qu'on leur a fait au nom du fait qu'il fallait les mettre soit mâles, soit femelles. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, il y a toujours eu des personnes qui, socialisées dans un statut de genre, masculin ou féminin, à partir de leur corps, hein, puisque on est bien identifié, mâle ou femelle, et parfois donc intermédiaires, mais ne se reconnaissent pas dans ce statut, ne s'y reconnaissent pas, ne peuvent pas supporter de vivre dans ce statut. Le chevalier d'Éon, c'est quelqu'un qui, à son époque, ne pouvait pas supporter le statut masculin qui était le sien et s'est donc travesti, et alors ça allait même beaucoup plus loin toute sa vie, justement, pour obtenir un statut féminin. Donc, c'est important cette notion du statut, justement, parce que ça veut dire quoi? Être trans, hein, c'est une personne qui ne peut pas, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas d'élucider, mais dont on peut supposer qu'elles tiennent aux interactions des premiers âges de la vie, ça ne peut pas être, c'est des questions sociales,
ne peut pas supporter de ne pas bénéficier du statut attribué en général à l'autre sexe. Et qu'est-ce qui est demandé? Ce qui est demandé, c'est qu'on vous accorde ce statut. C'est qu'on vous accorde ce statut que vous ressentez comme conforme à ce que vous êtes. Et donc, qu'on s'adresse à vous, par exemple, si vous revendiquez un statut féminin au féminin, qu'on vous accepte de vous donner un prénom féminin, et qu'on vous laisse vivre, vous habiller, vous comporter, etc., dans le statut de l'autre sexe. Donc, les sociétés qui sont attachées au statut, c'est les sociétés traditionnelles, en fait, très souvent, qui sont attachées à la dramaturgie sociale, qui considèrent que c'est pas quelque chose de superfétatoire, les rôles, que c'est par là qu'on constitue les personnes en relation les unes avec les autres. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les personnes qu'on n'appelle pas trans, qui ont d'autres noms, les personnes qui veulent vivre dans le statut de l'autre sexe, ont une place. Par exemple, en Polynésie, les rérés, etc., les hommes qui vivent à la manière des femmes. Ce n'est pas les hommes qui sont des femmes, ce n'est pas les hommes qui se sentent... Ils veulent vivre à la manière des femmes. Eh bien, on les laisse vivre à la manière des femmes. Nous sommes une société qui a été particulièrement intolérante aux personnes qui, comme le chevalier d'Éon, voulaient vivre à la manière de l'autre sexe. Et surtout si c'était des garçons de naissance qui voulaient vivre un statut féminin. Ça a toujours été beaucoup plus vilipendé que l'inverse. Des filles qui vivaient à la manière des hommes, il y en a toujours eu, et qui passaient pour des hommes, il y en a toujours eu. Dans son très beau livre qui s'appelle La confusion des sexes, Sylvie Stenberg, qui a fait sa thèse sur le travestissement, l'histoire du travestissement et des représentations du corps, etc., rappelle que dans la marine, par exemple, il y avait des femmes qui se faisaient passer pour des matelots. Il est arrivé que quelquefois, d'ailleurs, quand les bateaux accostaient dans des îles lointaines, des personnes des populations les repèrent alors qu'elles n'avaient pas été repérées avant, à leur démarche, parce qu'ils sentaient quelque chose. Bon. Bref. Donc, le besoin de vivre dans le statut de l'autre sexe a toujours existé et on lui avait fait une place. Notre société, à nous, ne lui a pas fait de place. À considérer donc que les hermaphrodites étaient des monstres et que ce que nous appellerions aujourd'hui les personnes transgenres, qu'on appelait à un moment transsexuels, en fait, étaient des gens qui avaient une pathologie mentale. Hein. Il y a des fous qui se prennent pour Napoléon, mais il y a des fous qui sont des hommes qui se prennent pour des femmes pour des hommes. On les a psychiatrisés. Et donc, on les a psychiatrisés tout en voyant bien que ce qu'ils vivent n'a rien à voir avec une pathologie psychiatrique classique. Ce sont des personnes qui sont parfaitement normales. C'est unique parce qu'on a pensé qu'elles se trompaient d'identité alors qu'elles revendiquaient un statut. Donc c'est ça qui est compliqué. Si on admettait qu'il y a des statuts sociaux, on dirait, d'habitude, évidemment, l'immense majorité de gens se reconnaissent dans leur statut social, mais dans certains cas, ça n'est pas possible pour la personne. Et donc, voilà. Donc, le problème qu'on a, c'est que moi, je vous parle d'un statut parce que j'ai fait de l'anthropologie comparative, mais je sais que je vis dans une société qui a rabattu, on va dire, les statuts sur des identités, les attributions sociales sur des attributs personnels, c'est-à-dire qu'il y a une société individualiste au plan philosophique, c'est-à-dire qui se considère comme une simple population, un agrégat d'individus, plus ou moins semblables, et donc qui a tendance à ce que la dimension instituée de la vie sociale, au sens où Castoriadis en a parlé dans l'institution imaginaire de la société, la façon dont l'institution nous aide et nous est indispensable pour nous constituer dans notre personnalité, ne serait-ce qu'en apprenant à agir à la manière humaine en pratiquant l'interlocution, qui est quand même pas rien, l'apprentissage d'une langue avec ses règles de syntaxe, enfin tout ça, sans quoi on ne peut pas penser à la manière humaine, agir à la manière humaine, etc. Donc on est une société qui disqualifie cette dimension de l'institution, du rôle, de la dramaturgie sociale, du agir en tant que.
et qui rabat tout sur des identités. Alors, moi, j'ai envie Alors, quand même c'est ça le de... problème. Je vous arrête juste une Oui. seconde. Si le genre n'est pas un attribut identitaire, qu'est-ce qu'il est pour vous? Eh ben, Précisément, puisque vous insistez beaucoup sur le rôle et la place de l'interlocution. Il y a Oui. une phrase qui m'a un peu Oui. interpellé, qu'il faut peut-être expliciter. Vous dites « je et tu n'ont ni sexe ni genre ». Donc le je et tu, c'est l'interlocution. Alors, à la fois, vous donnez une place, enfin, si je puis dire, au genre, Oui. qui n'est pas une place identitaire, et puis en même temps, là, il a disparu, le genre. Non, alors, bon, là, vous m'entraînez, hein. oui, c'est compliqué. Donc, déjà, disons plus simplement, ce que j'appelle le genre, donc c'est une manière d'agir, masculinement ou féminement, selon des références à des distinctions sociales. Bon, et où ce sont des relations distinguées. Par exemple, il y a un livre très célèbre qui s'appelle The Gender of the Gift, le genre du don, dans lequel Marilyn Strathern montre, pour aller vite, qu'elle ne peut pas transposer dans l'étude de la société de Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'elle étudie les oppositions du sexe et du genre issues des gender clinics américaines, parce que la conception de la personne n'a rien à voir. Et donc, dans ces sociétés, dit-elle, ce qui a un genre, ce n'est pas les personnes, c'est les relations. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait des relations de même masculin-masculin, féminin-féminin, masculin-féminin. Et elle dit, dans ces sociétés, les relations de même sexe ou genre, peu importe, sont aussi importantes que les relations de sexe opposé à laquelle on a l'habitude de réduire le problème. Donc, ça, c'est une chose. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des statuts masculins, féminins? C'est simplement, c'est facile à comprendre, c'est parce que la vie en commun de l'un et l'autre sexe ne s'organise pas naturellement dans notre espèce, parce que rien ne s'y organise naturellement. On est une espèce qui passe justement par la médiation de l'institution. Donc la vie, je ne sais pas comment dire, les oiseaux de mon jardin n'ont pas besoin d'institution pour qu'il y ait des mâles qui fassent leur activité de mâles, des femelles qui fassent leur activité de femelles, que les mâles s'occupent des petits, que les femelles pondent. Bon, dans notre espèce, c'est pas comme ça. Les mâles ne reconnaissent pas comme les leurs, les petits qui sont nés de leurs œuvres. C'est à travers l'institution que, par exemple, on lie les hommes aux femmes que les enfants mettent au monde, etc. Pour des tas de raisons, donc, les sociétés ont vécu pendant des siècles sur un principe de partage des rôles masculins et féminins, avec une hiérarchie afférente à ce partage, qui justement est aujourd'hui ce que nous contestons. Mais ce partage lui-même, il était là pour assurer la vie en commun de l'un et l'autre sexe, d'une façon qui peut-être ne nous convient plus, mais c'était ça qui était l'enjeu, parce que cette vie en commun ne s'organise pas naturellement. Et les personnes, donc, adoptaient, on va dire, des rôles, ce qu'on appelle aujourd'hui des stéréotypes. On dirait que c'est simplement des choses que les gens boivent comme ça, avec le lait, sans réfléchir. Non, on enseignait aux garçons à devenir virils ou aux filles à devenir féminines. C'était un enseignement. À partir d'un certain moment, on a commencé à parler de tout ça en termes d'identité, d'attributs. On a naturalisé, on va dire, les questions, surtout à partir des Lumières, hélas. On a dit, les filles sont comme ceci, les garçons sont comme cela, et on a vu dans ces rôles une expression d'identité différente. Les hommes sont... En oubliant le côté institué. Voilà, c'est ça. Ça c'est hélas l'individualisme des Lumières. Et donc, on a dit, les hommes, par exemple, sont plus aptes à gouverner, les filles, les mâles, les femelles de l'espèce, elles sont moins intelligentes, mais elles ont plus d'altruisme. Donc, au fond, ce qu'on voit des rôles, c'est l'effet de notre nature humaine. Donc, les sciences sociales, quand elles se développent en critique de cet individualisme. Mais c'est compliqué parce qu'il y a une partie des sciences sociales qui reste dans l'ici et maintenant. Je pense que c'est vraiment l'histoire et surtout l'anthropologie qui nous permettent de prendre distance. Donc, une fois qu'on a dit, c'est des rôles, et donc si on les adopte, c'est parce que n'importe quelle nouvelle personne veut entrer dans la société dans laquelle il participe. Il faut qu'il commence par... en participer pour pouvoir, dans un deuxième temps, éventuellement contester, se particulariser. Si vous ne commencez pas par apprendre les règles de syntaxe, vous ne pouvez pas ensuite faire vos propres phrases qui seront vos phrases personnelles. Donc,
la personnalité n'est pas première, si vous voulez. Nous sommes tous des êtres uniques, mais notre personnalité, etc., dépend des règles du jeu. On va la forger à partir de notre capacité au commun. Hein. Encore une fois, personne ne peut vous dire mes phrases, mais en revanche, si on ne parlait pas la même langue, on ne pourrait pas, etc. Bon. Donc, dans cette entrée dans l'humanité, la différence entre ma perspective et celle des gender studies américaines, qui sont en gros identitaires, et considèrent qu'il y a un moi originel, etc., et qui vont opposer donc des groupes, hein, les hommes, les femmes, les homos, les hétéros, les cisgenres, les transgenres, toujours par catégorisation identitaire, et qui vont en plus ajouter une interprétation qui est que les problèmes des dominés sont le fruit de la domination des dominants. Donc si j'ai un problème, c'est à cause des hommes en général. Si les femmes ont des problèmes à cause des hommes, les transgenres à cause des cisgenres, les homos à cause des hétéros. Vous voyez, on est complètement dans des logiques de groupe et pas du tout dans ce que moi j'essaie de montrer, c'est-à-dire un système de relations, un système social qu'on peut contester, mais qui se traduit effectivement quelquefois par exemple, la pathologisation de l'homosexualité, mais c'est le système de relations, la règle du jeu que moi je conteste, c'est pas les hommes. Parce qu'il y a toujours eu des hommes qui étaient les alliés des femmes et des femmes qui étaient des partisanes de l'ancien système. Donc, l'interlocution maintenant. Un enfant vient au monde et dans quel ordre ça se passe ? Souvent, on vous présente les choses ainsi. Il y a d'abord le jeu. Hein, le jeu rencontre un tu, et le jeu et le tu font un nous, un vous, etc. Or, ce que moi j'ai appris par l'anthropologie, c'est que les choses se passent à l'inverse. Il y a d'abord un nous qui est le nous des humains d'une société. Et la première chose, c'est que ce nous reconnaisse comme un des leurs le nouveau-né ou la nouveau-née. Il y a des sociétés dans lesquelles, quand un nouveau-né naît, on va le regarder, par exemple, si ce nouveau-né est difforme, etc., on va dire, c'est un petit hippopotame et on va tranquillement, doucement aller le mettre dans le fleuve. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à vous si on vous a considéré comme un des nôtres. Donc, il ou elle est un de nous. Et il est un de nous et on lui attribue donc un statut masculin ou féminin en référence à son corps. Et donc, il y a d'abord la troisième personne, il ou elle. Ensuite, ce nouveau-né, on va s'adresser à lui, tu. Et ça n'est que dans un... Et on va donc lui parler au masculin ou au féminin en fonction de l'identification collective qui a été faite. Et ensuite, c'est lui ou elle qui va répondre. C'est dans un deuxième temps que l'enfant apprend à s'exprimer aussi. Et quand... ce que je veux dire quand je dis que je et tu n'ont pas de genre, d'abord, ça se voit dans nos pronoms. Mais c'est simplement pour dire que les fonctions de je et tu désignent simplement des places dans l'interlocution. Hein, et on peut très bien dire je et tu sans identifier les personnes. Vous pouvez par exemple vous adresser à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, voyez, vous lui dites vous, il va vous répondre je, vous ne savez pas qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, seule la troisième personne est référentielle, pour parler comme les linguistes. Donc, seule la troisième personne est marquée par le genre, parce que celui ou celle dont on parle, là, on va en parler au masculin ou au féminin. Donc, ce que nous avons tous, c'est une capacité, justement, acquise à l'interlocution, qui nous permet, c'est ça qui est très intéressant, vous voyez, c'est pas une identité qui s'exprime par ma bouche quand je dis je et quand je parle de moi au féminin, c'est le fait que j'acquiesce au statut de fille qu'on m'a donné. Moi, il se trouve que j'adhère à mon identité de femme, de petite fille puis de femme. Je fais partie de ceux pour lesquels c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que j'en conteste pas certaines des coordonnées. J'ai fait même toute ma vie à contester l'infériorisation des femmes. Mais il y a un mouvement réflexif là-dedans, c'est ça que je veux dire. Et ce mouvement réflexif, il est important parce que justement, c'est ce qui est supprimé par les théories identitaires, voyez. C'est-à-dire que toute cette complexité qui fait qu'on peut mettre à distance
ce qu'on est. Et qu'on peut d'ailleurs travailler ça. C'est-à-dire, moi, je me reconnais comme une femme, c'est-à-dire comme ayant ce statut. Maintenant, la définition qu'on en donne, je peux la contester. Je peux dire, mais attendez, mais ce statut peut changer, etc. Là, il y a, donc, on n'est pas, nos actes, nos façons de parler, ne sont pas l'expression à l'extérieur d'une sorte de façon d'être imbibée par les stéréotypes de genre qui nous auraient. Voilà. Je pense que cette vision de la socialisation, elle est déterministe et qu'elle elle enferme dans une vision qui est d'un côté déterministe et de l'autre totalement. Comme on a une vision déterministe, la seule façon d'en sortir, c'est par l'autodésignation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va ensemble. Si quand on me regarde de l'extérieur, je suis uniquement du stéréotype social, la seule façon que j'ai d'en sortir, c'est de faire sortir mon moi originel, hein, celui qui n'a pas encore chuté voilà, qui n'est pas encore tombé dans la vie sociale. Alors, ni sexe ni genre, ça veut dire que la focale est plus ouverte, est plus grande. Oui, elle ça. Donne droit aussi, est-ce qu'on pourriez dire qu'elle donne droit à la bisexualité psychique? Non, je pense que ça veut dire d'abord une chose. Ça veut dire quelque chose concernant ce qui est fondamentalement semblable chez les hommes et les femmes. Pour moi, c'est ça d'abord. C'est-à-dire que on n'est pas deux espèces. C'est par les mêmes modalités, en quelque sorte, qu'on a amené un garçon ou une fille à la capacité d'agir à la manière humaine, à la capacité à se placer dans l'interlocution, à dire je et tu, à réfléchir sur la troisième personne, etc. Donc, il y a d'abord le commun de cet apprentissage, y compris de la différence de genre, et la possibilité de la contester. Et donc, ça permet de faire face tout simplement à ce qui serait sinon un mystère, c'est-à-dire chacun de nous est un individu à part entière, c'est l'exemplaire de l'espèce humaine. Et en même temps, l'espèce humaine n'est entièrement dans aucun de nous puisque nous ne sommes pas les deux sexes. Si on laissait sur une île déserte un seul exemplaire de l'espèce humaine, il ne pourrait rien se passer, ou même uniquement des exemplaires de masculins ou féminins, etc. Donc, voilà. Ça veut dire aussi que votre conception du genre et du semblable, c'est aussi une véritable définition de la véritable égalité entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains. Alors, moi, en un certain sens. C'est-à-dire, je pense que, bien sûr, moi je fais partie du féminisme, si on peut dire d'un point de vue de mes convictions, à la fois intellectuelles et politiques, si on veut, universalistes, c'est-à-dire les femmes sont des individus comme les autres, et on peut montrer traditionnellement comment certaines représentations ont transformé, on disait les femmes sont le sexe, on particularisait toujours les femmes dans une complémentarité hiérarchique, c'est elles qui sont différenciées. Hein. Adam représente l'espèce humaine et Ève, en quelque sorte, la différence par rapport à Adam. Donc à un moment, le mouvement a consisté à revendiquer d'être des individus à part entière comme les hommes, capables, et non pas, eux pouvaient représenter les deux sexes et pas nous, en quelque sorte. Mais pour moi, cette fondamentale identité, on va dire, communauté, égalité entre tous les individus. Identité humaine, cette fois-ci. Voilà, d'humain. Inclut aussi la capacité à penser, justement, qu'aucun de nous ne représente toute l'espèce. Voilà. Et moi, cette finitude, pour parler un mot qui est très mal vu, mais ça m'est de mon sexe, je pense que justement, c'est très important, cette conscience que je ne suis que un des deux sexes, un des deux genres, etc. Pour penser l'autre que moi, etc. Alors, non pas dans une vision de complémentarité irénique, mais pour penser, voilà, que justement la relation à l'autre que moi fait partie de ma définition. C'est pour ça que tant de sociétés traditionnelles ont la sagesse de penser qu'une personne se construit par ses relations à d'autres au cours de sa vie, etc., et non pas à partir de son moi originel. Alors, maintenant, la question, c'est que comme la différence des statuts masculins et féminins, c'est toujours organisé par une opposition hiérarchique, hein,
qui n'est pas l'inégalité. La hiérarchie, c'est l'englobement de la valeur contraire. Donc il y a une valeur du masculin, il y a une valeur du féminin, du statut masculin ou féminin, ou des rôles masculins ou féminins. Simplement, il y a une hiérarchie, c'est dans l'ensemble, le statut masculin est plus englobant que le statut féminin. C'est ça. Donc, il y a bien une valeur du féminin, elle est englobée, elle est secondaire. Aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de la hiérarchie. Nous ne voulons plus de la hiérarchie. Donc, beaucoup se disent, il n'y a plus à ce moment-là que des personnes. Il n'y a plus que des personnes. Donc, supprimons, après tout, la référence à ce statut de genre qui, au fond, est un héritage du temps où, aujourd'hui, on ne distingue plus, je ne sais pas, les nobles et le peuple. On n'a plus besoin de distinguer ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui font la guerre. Voilà. Considérons que nous sommes tous des individus. Alors, ce qui m'arrête là, c'est que ça semble dire donc qu'on aurait trouvé la solution pour que la vie en commun de l'un et l'autre sexe se fasse naturellement. Or, je ne suis pas du tout certaine, ni que ce soit possible, ni même que ça soit le mouvement souhaité. Ce que je constate, moi, comme observatrice de la vie sociale, c'est deux choses, des mouvements qui vont dans des sens tout à fait opposés. D'un côté, des gens qui disent si vous séparez encore garçon-fille, homme-femme, si vous voulez encore mettre un sexe à l'état civil, vous êtes complètement réac. Il faudrait qu'il n'y ait plus que des individus agenrés, ou bon, peu importe. Et puis par ailleurs, par exemple, une écriture inclusive dans laquelle on est attaché à surmonter un neutre masculin, on va dire, hérité, en faisant reconnaître qu'il n'y a pas simplement des auteurs, mais aussi des autrices, pas simplement des directeurs, mais aussi des directrices, etc. Donc, vous voyez que les deux mouvements d'affirmation des deux sexes, ou des deux genres, ou de négation, fonctionnent ensemble. Moi, je ne sais pas où ça va aller, mais je pense qu'il doit être possible que la référence masculin-féminin qui tient à une façon, au fond, d'énoncer notre condition sexuée. Voilà. On réapprenne une chose qu'on est en train d'oublier, et sur laquelle peut-être je terminerai, qui est la question de la mortalité. Parce qu'on rapporte toujours la question du genre à la question de la naissance et de la sexualité. Mais dans toutes les sociétés traditionnelles, toutes les statuts masculins et féminins, les statuts de parenté, etc., sont toujours rapportés à la conscience du fait qu'un individu fait partie d'un monde qui a commencé avant lui, qui continuera après lui, et que donc, dans lequel il doit passer sa vie et penser sa mortalité en fonction du fait que ça a commencé avant lui et ça continuera après lui. C'est ce qu'Hannah Arendt a très bien dit dans ses œuvres, etc. Et donc, ce rapport à la mortalité, il va avec la conscience d'être une espèce sexuée. Si on se reproduisait comme les paramécies par sissiparité, il n'y aurait pas des morts et des vivants, etc. Et là, je pense que cette question du genre ouvre donc vers des questions majeures qui sont comment une société égalitaire est capable d'énoncer sa condition de mortalité qui va avec sa condition sexuée et d'en faire quelque chose qui préserve le rapport en fait de l'individu à la communauté. Voilà. Et ça, j'ai pas de réponse à donner. Par contre, j'affirme que la question est bien là et que le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, que la condition de mortalité est devenue une affaire privée, solitaire, dont on n'a aucun endroit pour parler, dont on ne fait rien sinon envoyer au rebut, est une vaste question qui est si grave qu'elle nous menace de backlash, de contre-révolution vigoureuse qui voudrait revenir vers un état antérieur si on n'arrive pas à énoncer cette condition sexuée commune d'une façon qui nous paraisse conforme à nos valeurs d'égalité.